Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Philosophie de Kant entre criticisme et moralisme. Introduction, on divise souvent la carrière philosophique de Kant en deux périodes. La période pré-critique où Kant aurait professé un rationalisme dogmatique proche de Leibniz et de Wolff, puis un scepticisme humain et la période critique où Kant aurait déployé son système de l'idéalisme transcendantal, renvoyant à dos dogmatisme et scepticisme. Pourtant, un grand nombre de thèses considérées comme typiquement critiques sont en place dès les années 1760. L'indécision de débat métaphysique, le caractère dynamique de la coexistence des objets dans l'espace, le caractère non substantiel de l'espace, l'existence de formes a priori de la sensibilité, l'affirmation que l'existence n'est pas un prédicat réel, l'importance de l'attraction newtonienne, la supériorité de la foi morale sur la foi dans un au-delà. Kant assume les œuvres de ces années. Il suffit de considérer qu'un ouvrage comme l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, 1762, connaît 4 rééditions jusqu'au 1794. Premièrement, une philosophie universitaire. On dit souvent que Kant est le premier grand philosophe universitaire, après Wolff. De fait, certaines de ses œuvres ont mûri sous forme de cours à l'université de Königsberg, comme par exemple son cours d'anthropologie professé de 1772 à 1795, qui paraîtra en 1798 sous le titre Anthropologie du point de vue pragmatique. Nous concluons pas que l'enseignement et le chercheur ne s'est pas posé exactement. Ses écrits portent la trace de son enseignement, sans se confondre avec lui. Par exemple, Kant professe depuis 1765 un cours de logique en suivant un manuel de Meyer-Edith à Halle en 1752. Dans un autre de ses cours, Kant ramène le domaine de la philosophie à 4 questions. Que puis-je faire savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? Il s'agit là typiquement d'un procédé pédagogique d'exposition qui répartit le savoir entre métaphysique, morale, religion et anthropologie, dans la perspective d'une conception cosmopolitique de la philosophie, attentive au but final de la raison humaine par opposition à la conception scolastique, préoccupée de la virtuosité conceptuelle. Mais Kant a également défendu et illustré la conception scolastique de la philosophie en visant le caractère systématique de la connaissance, sa cohésion à partir d'un principe, poursuivant la mise à jour d'un système de la raison pure, bâti autour du problème d'unification des facultés de l'esprit humain, la faculté de connaître, la faculté de désirer, la faculté de plaisir et de déplaisir. Bref, les questions cardinales, apparemment très simples, auxquelles Kant ramène la philosophie, font par ailleurs chez lui l'objet d'un traitement complexe et rarement permanente, comme en témoignent par exemple les deux versions de l'introduction à la critique de la faculté de juger. Autre exemple, les leçons sur la théorie philosophique de la religion 1783 et 1784 ne reflétait que partiellement la théorie kantienne selon laquelle l'existence de Dieu reste indéterminable par la raison théorique. À bien des égards, elle ne correspondait pas aux thèses de la critique de la raison pure 1781 et encore moins à celle de la religion dont les limites de la simple raison ne seraient
ne serait-ce que parce que Kant n'ici propose pas le même objet. Dans un premier moment, on propose de restituer l'ensemble de la trajectoire philosophique de Kant à travers une sorte bibliographie intellectuelle. Plutôt que de la résumer en pas de charge, on essayera de ressaisir le fil conducteur qui parcourait l'œuvre de Kant. Par la suite, on détaillera certaines opérations propres à sa manière de faire. C'est dans ces procédés d'exposition, de discussion que Kant se révèle davantage peut-être que dans les thèmes abordés ou les thèses soutenues. Premièrement, Kant, bibliographie intellectuelle. Kant naît en 1724 à Königsberg, jadis en Prusse orientale. Un an auparavant, Christian Wolff a été chassé de l'université de Halle avec menace de pendaison pour avoir enseigné une philosophie mécaniste et une morale rationnelle indépendante de la révélation chrétienne. Le combat de l'Aufklärung pour l'émancipation philosophique par rapport à la tutelle religieuse luthérienne ne fut que commencer. Ce combat marquera toute l'œuvre de Kant, depuis les fringants provocations de jeunes enseignants qui jouent avec les idées de Descartes et d'Épicure sur la constitution du monde jusqu'aux déclarations de vieux maîtres défendant une religion rationnelle purement morale contre le censure politico-religieuse. De 1732 à 1740, Kant étudie à Collège Frédéric, puis à l'université de Königsberg, où il suit l'enseignement de Martin Knudsen, qui l'initie aux mathématiques à Leibniz, à Wolff et à Newton. Ne pouvant suivre ses études à la mort de son père, il exerce alors les fonctions de précepteur. Le début de Newton décidé. À 23 ans, le pensée sur la véritable estimation de force vive, 1747, sa première publication, interrogeait la nature du rapport entre l'espace et les objets que l'occupaient géométriquement ou le remplissaient dynamiquement. Kant déplore l'absence d'une véritable dynamique. Se présente en arbitre de querelles physico-métaphysiques qui mettaient aux prises leibniziennes, cartésiens et d'autres théoriciens de la mécanique comme Hermann Dutroux de Marin. L'écrit cosmologique de 1755, Histoire universelle de la nature, théorie du ciel, atteste un intérêt pour l'attraction newtonienne, ce rapport universel qui réunit toutes les parties de la nature en un espace. Kant formule une hypothèse sur la formation du système solaire dans laquelle la matière et les lois s'organisaient elles-mêmes en un parfait système à partir d'une nébuleuse primitive où la matière est uniformément dispersée, état de la nature le plus simple qui puisse succéder au néant. Contre Newton, il revendique l'autonomie du fonctionnement de l'univers, nullement étrangère, mais recuse pour remonter la machinerie de force à l'œuvre de la constitution du système du monde. Plus généralement, Kant entend donner au système du monde de Newton la forme d'une construction au moyen des principes universels a priori. Une telle entreprise ne va pas de soi. En effet, d'après Newton, dans philosophie naturelle, principe de philosophie naturelle, principe mathématique de la philosophie naturelle, livre 3, règle 3, la qualité de corps, entendu dureté, impénétrabilité, mobilité, inertie, gravité, ne sont connus que par des expériences. Ils sont rendus généraux
par induction. Kant, au contraire, entend déplacer le curseur de la connaissance de la nature vers davantage de nécessité d'universalité stricte, que sont pour lui les critères de la connaissance a priori. On ne peut donc pas dire que Kant se serait contenté de faire l'épistémologie de Newton. Deuxièmement, de la géographie à la métaphysique. Les recherches de Kant portaient également sur la géographie physique. Il publie en 1754 deux écrits sur le vieillissement de la Terre et sur une modification de sa rotation diurne. Puis en 1755, deux dissertations latines, une esquisse sommaire de quelques méditations sur le feu ainsi que la nouvelle explication des premiers principes de la connaissance métaphysique, qui lui permet d'être habilité à donner des cours à l'université. Kant y refuse la réduction de Wolff de toute la vérité au principe de contradiction. Il discute le rôle du principe de raison suffisante. Il analyse la notion de possibilité comme résultant d'une comparaison qui présuppose deux choses à comparer. Ces réalités sont comme la matière de tout le concept possible. Il définit alors Dieu, principe absolument nécessaire de toute possibilité aux motifs qui suppriment l'existence de Dieu. On fait disparaître non seulement l'existence, mais même la possibilité interne des choses. Kant reste alors dans un paradigme leibnizio-wolffien, où les événements du monde sont déterminés dans un enchaînement rationnel tel que Dieu connaît infailliblement non seulement l'existence des événements futurs, mais aussi l'impossibilité de toute alternative. Kant reformule deux principes explicatifs de la métaphysique de son temps. Le principe de succession, deuxièmement, le principe de coexistence. Le principe de succession, aucun changement ne peut affecter des substances que dans la mesure où elles sont en rapport avec d'autres, et leur dépendance réciproque détermine leur mutuel changement d'état. Le principe de coexistence, les substances finies, en vertu de leur existence, n'ont aucune relation entre elles. Elles n'entretiennent du commerce mutuel qu'à la condition d'être maintenues par les principes communs de leur existence. L'entendement devint conformément à leurs relations respectives. Dans cette perspective, la notion d'espace résulte de deux actions réciproques de substance que Kant identifie à l'attraction de Newton aux gravitations universelles. C'est la toute première loi de la nature à laquelle la matière a été assujettie. Kant continue à publier en géographie physique, notamment sur le tremblement de la Terre, suite au désastre de Lisbonne de novembre 1755. C'est la théorie du vent 1756. Sa monadologie physique de 1756 préconise l'utilisation conjointe de la métaphysique et de la géométrie en physique. La physique expérimentale de Newton est selon lui insuffisante. Elle parvient à exposer des lois de la nature, mais non l'origine et les causes de ces lois. Une métaphysique de substance et de forme primitive doit compléter la représentation purement géométrique des interactions physiques. Le monade que composait le corps sont des unités indivisibles qui néanmoins remplissaient un espace infiniment divisible. À la faveur de cette conceptualisation, Kant déclare l'espace totalement dépourvu de substantialité. Il n'est plus qu'un phénomène de relation externe entre les monades unies. C'est par son action que la monade, principe d'action aux forces motrices internes, remplit un espace qu'elle n'occupe pas géométriquement. Quand on déduit l'impénétrabilité, la masse, l'inertie du corps physique, on est bien dans une physique a priori, une
newtonianisme sans Newton. Toujours préoccupé des questions scientifiques, Kant annonce la création d'un collège de géographie physique et traite de causes de l'humidité de vent d'ouest 1757. Sa conception nouvelle de mouvement et de repos vise à découvrir le premier fondement de la science de la nature, 1758. Il s'essaie à des considérations sur l'optimisme, 1759. Il s'intéresse à la technique logique, sur la fausse subtilité de quatre figures du syllogisme, 1762. En 1762, il rédige l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu. Ou radicalisant la Nova Delucidatio de 1755. Il développe un argument reposant sur l'examen des conditions mêmes de la pensée. Il est absolument impossible que rien n'existe. Non pas parce que la proposition rien n'existe serait contradictoire, mais parce qu'elle est incompatible avec les conditions de notre pensée. La possibilité interne d'une chose présuppose un existant. Si aucune donnée ne fournit à la pensée, alors toute possibilité en général est supprimée. Il y a donc une réalité dans la suppression, supprimer absolument jusqu'à toute possibilité interne en général. Ce sont ici les conditions de pensabilité des possibles qui sont le fil conducteur de l'ontologie. Ce sont elles qui constituent le fondement de preuve, a priori, de l'existence de Dieu. Kant entreprend, à partir de cet argument, d'améliorer l'argument physico-théologique en suggérant que les dispositions avantageuses au arrangement de la nature traditionnellement imputée à une sage volonté peuvent être déduites de causes générales et de la possibilité même des choses. C'était déjà la leçon de l'histoire universelle de la nature. Il y a un Dieu, précisément parce que la nature même, à partir du chaos, ne peut procéder autrement que par règles et ordre. Puis viennent coupe sur coupe en 1763 la recherche sur l'évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale, où il oppose philosophie et mathématiques et affirme l'existence d'un sentiment irréductible de bien, est un essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, où il distingue l'opposition logique pure, négation d'une proposition par une autre, et l'opposition réelle, l'équilibre de l'attraction et de la répulsion. Il tente d'appliquer aux émotions et à la morale cette algèbre les vise comme un vertu négative. L'interrogation sur la causalité est bien présente. Comment quelque chose découle d'une autre chose? Voilà ce que je voudrais bien qu'on m'explique. Kant n'est pas loin alors d'embrasser le scepticisme de Hume en la matière. Kant ne dédaigne pas l'esthétique avec ses observations sur le sentiment du beau et du sublime, ni la médecine, avec un essai sur la maladie de la tête, 1764. En 1766, il s'attaque à Swedenborg, qui prétendent commencer avec des esprits dans le rêve d'un visionnaire, précis à jour par le rêve de la métaphysique, sur le temps d'un pamphlet volontarien dénonçant la superstition du spiritisme. Kant pose le problème de la localisation spatiale des esprits et ridiculise une métaphysique qui pense encore le monde intelligible en termes spatiaux. C'est bien la question de l'espace qui continue à animer les réflexions de Kant, comme en témoigne son écrit sur le fondement premier de la différenciation des régions et de l'espace, 1768, où Kant affronte le paradoxe des objets qui sont géométriquement symétriques, comme par exemple la main droite et la main gauche.
mais insuperposable. La géométrie n'épuise pas notre appréhension de l'espace. Il faut de lors faire appel à une intuition spécifique de ces régions et de son orientation. Troisièmement, on découvre d'un élément a priori dans la sensibilité. Quant à accident, au professeur et ordinaire rédige en 1770 sa dissertation. C'est la forme et le principe du monde sensible et du monde intelligible. Il s'interroge sur l'existence de lois de la sensibilité qui régirait a priori la manière dont nous représentons le monde sensible, comme aussi de lois de l'entendement qui organiseraient a priori architecture causale. Kant se débarrasse de toute espèce de dénisme cartésien ou leibnizien. Les principes du monde sensible et du monde intelligible ne sont pas des intuitions données à l'esprit humain. Ce sont des conditions formelles sur lesquelles l'esprit pourra organiser ses intuitions sensibles en un système de l'expression. Quand on voit dos à dos, dos à dos, la théorie dans laquelle les représentations sont abstraites ou déduites des impressions de sens qu'il appelle empirisme, et celle où les représentations sont responsables de la production de l'objet, dogmatisme. Entre Épicure et Platon, entre Hume et Leibniz, ou encore entre Locke et Descartes, Kant cherche une troisième voie. Entre Épicure et Platon, entre Hume et Leibniz, ou encore entre Locke et Descartes. Kant cherche une troisième voie. Il existe des schémas et conditions de tout ce qui est sensitif dans la connaissance humaine. Kant affirme l'existence d'une science des objets et des sens, lui permettant d'énoncer les principes de la forme du monde sensible. La sensibilité n'est plus pure passivité, elle est à la fois réceptivité et pouvoir de représentation a priori. Ainsi, le temps n'est pas quelque chose d'objectif, de réel, ni substance, ni accident, ni relation. C'est une condition subjective, mais nécessaire à l'esprit humain pour coordonner sous une loi déterminée de sensible quelconque. De même, rien ne peut être donné au sens ni si non en conformité avec les actions primitives de l'espace. L'espace est donc un principe formel du monde sensible, principe absolument premier. La quatrième section semble renouer avec une conception plus classique de la métaphysique scolastique de Wolff, en maintenant l'affirmation d'un créateur dont dépend la commerce mutuel de substances. Dans une dernière section, Kant dénonce le mélange, c'est perceptice, de connaissances sensibles et intellectuelles. Par exemple, l'affirmation que tout ce qui existe quelque part en quelque temps, confond les conditions spatio-temporelles de notre connaissance sensible avec les connaissances des êtres en eux-mêmes et par exemple enfermer Dieu dans le monde. Kant dénonce ainsi la transposition illégitime des conditions propres au sujet dans l'objet. Il en va de même quand on prétend que tout ce qui existe d'une manière contingente n'existe pas à certains moments donnés. Pendant 10 ans, il médite sa critique de la raison pure, 1781, où les intuitions de la dissertation seront développées. Kant propose une véritable révolution dans la manière de penser. Il y avance que nos connaissances ne sont pas indexées sur ce que sont les objets en eux-mêmes, mais que dans une large mesure, ce sont les objets qui se sont réglés sur notre capacité de connaître. Cette révolution permet d'expliquer que nos dispositions de connaissance a priori, avant qu'un objet nous soit donné dans une intuition sensible, la seule qui nous soit accordée selon Kant, nous sommes en possession de caractéristiques formelles de cette intuition, de son insertion possible dans la trame d'une expérience. De vérité géométrique
Exemple, la somme des angles internes d'un triangle vaut deux angles droits. Ou du principe physique. Comme tout changement doit avoir sa cause, sont des jugements synthétiques a priori. Un jugement synthétique est un jugement dans lequel le prédicat affirmé n'est pas compris dans le sujet. De cette manière, le concept de l'entendement non plus à être dérivé de l'expérience. C'est au contraire l'entendement qui est l'auteur de l'expérience. Mais cette prééminence de l'esprit humain dans la constitution de ses connaissances théoriques a un revers. Si les catégories de l'entendement nous permettaient d'anticiper la forme de l'expérience, leur usage ne peut s'entendre au-delà du domaine d'une expérience pour nous euh, possible, ce qui permet à Kant de critiquer la métaphysique dogmatique qui prétend déterminer a priori des réalités suprasensibles comme l'âme, la liberté, l'unité du cosmos et encore Dieu, ce qui est gagné en a prioricité et perdu en transcendance. C'est la perspective de l'idéalisme transcendantal de Kant. L'idéalisme au sens où l'espace et le temps ne sont que de formes sensibles de notre intuition. Transcendantale au sens où Kant définit ainsi dans l'introduction de la critique toute connaissance qui s'occupe moins des objets en eux-mêmes que de notre mode de connaissance des objets, en tant qu'il doit être possible a priori. Maintenant, dispositif de la critique. Les monumentales critiques de la raison pure est composée de deux parties. Disproportionner une théorie transcendantale des éléments de la connaissance elle-même, subdivisée en esthétique et en logique transcendantale, et une théorie transcendantale de la méthode. L'esthétique reprenant des éléments de la dissertation de 1770, décrit la sensibilité en termes de pouvoir de représentation selon les formes a priori que sont l'espace et le temps, propres à l'esprit humain. L'espace n'est pas une forme de choses que leur appartiendrait, le temps n'est pas une dimension qui appartiendrait aux réalités en soi extérieures à notre représentation. Ce que nous appelons objet externe ne correspond à rien d'autre qu'à de simples représentations de notre sensibilité dans l'espace et la forme, le temps et l'ouïe, les conditions subjectives de notre intuition sensible. Il détermine la relation des représentations de notre état interne. La logique, dans sa partie analytique, propose un inventaire raisonné des concepts a priori de l'entendement, les catégories, qui lui permettaient de subsumer les intuitions sensibles sous des concepts, en se fondant sur la forme générale du jugement, quantité universelle, particulier, singulier, qualité affirmative, négative, indéfinie, relation catégorique, hypothétique, disjonctif, modalité problématique assertorique, apodictique. Kant inventorie les catégories de l'entendement: unité, pluralité, totalité, réalité, négation, limitation, substance, accident, cause, effet, action, réciproque, possibilité, impossibilité, existence, nécessité, contingence. C'est donc la forme générale du jugement qui fournit la liste de concepts a priori. Une fois inventoriés, ces concepts, il reste à justifier leur application de plein droit aux objets de l'expérience, ce que Kant appelle d'un terme juridique la déduction du concept pur de l'entendement. Ces catégories sont légitimes parce que ce sont elles qui fondaient l'expérience, le rendaient possible pour nous en soumettant les intuitions sensibles à des déterminations a priori de l'entendement. Ce sont de tels concepts que le devoir sensible est lié en objet
de l'expérience. Kant s'avise alors que la coopération et l'articulation de la sensibilité, de l'entendement, implique l'opération de schèmes, représentations opérées par l'imagination qui sont d'un côté sont homogènes aux catégories et de l'autre à l'intuition sensible. Le schème de la quantité et le nombre, euh, le schème de la substance et la permanence dans le temps, les schèmes sont tous d'une manière ou d'une autre de détermination du temps qui était ainsi la trame subjective de notre appréhension des objets sous des catégories. Une fois les catégories légitimées, Kant explore le principe de l'entendement de l'entendement pur qui permettait de lier a priori les objets en une expérience unifiée. Ces principes se répartissaient selon les 4 familles de catégories: quantité, qualité, relation, modalité. D'après les axiomes de l'intuition, toutes les intuitions sont de grandeur extensive. Selon les anticipations de la perception dans tous les phénomènes, le réel, qui est un objet de la sensation, possède une grandeur intensive, c'est-à-dire un degré. En vertu des analogies de l'expérience n'est possible que par la représentation d'une liaison nécessaire de perception. Premier principe de permanence de la substance, deuxième principe de succession chronologique suivant la loi de la causalité, troisième principe de la simultanéité suivant la loi de l'action réciproque et de la communauté. Enfin, le postulat de la pensée empirique en général déterminer les possibles réels et nécessaires comme ce qui s'accorde avec des conditions formelles, espace-temps, catégorie matérielle, la sensation au général de l'expérience. Kant revient largement sur la distinction de tous les objets en phénomènes et en noumènes, en eux-mêmes susceptibles de deux significations selon qu'on l'envisage comme n'étant pas l'objet de notre intuition sensible, noumène au sens négatif, ou comme étant l'objet d'une intuition non sensible, noumène au sens positif, laquelle nous est refusée et désigne donc de manière négative le domaine de ces sensibles, ce qui ménage une place pour la croyance. Là où fait défaut notre savoir théorique, c'est la recherche d'une source de la raison pratique, d'une foi morale, qui peut aussi motiver le ménagement de cette place. Dans sa partie dialectique, la critique décrit le devoir de la raison qui s'aventure au-delà de l'expérience pour nous possible, engendrant alors contradiction sur contradiction. Kant oppose au concept de l'entendement étudié dans l'analytique le concept de la raison aux idées auxquelles aucun objet ne correspond dans l'intuition sensible, notamment le concept cherchant à embrasser la totalité de conditions, alors que notre connaissance théorique est toujours conditionnée, soumise aux conditions d'espace et de temps. En effet, la totalité absolue de conditions n'est pas un concept que l'on puisse utiliser dans une expérience, parce qu'aucune expérience n'est inconditionnée. Kant décrit l'égarement de la raison partie à la recherche de l'inconditionné dans sa tentative de déterminer 3 réalités: l'âme, le monde, Dieu. Le chapitre de paralogisme de la raison pure détruit la psychologie rationnelle qui prétendait que l'âme humaine est une substance que nous connaîtrions objectivement. Le célèbre chapitre de l'antinomie de la raison pure expose de façon typographiquement frappante la neutralisation mutuelle de thèses et d'antithèses déterminant l'entendu temporel et spatial du monde, sa composition atomique ou infinie, son mécanisme intégral ou sa perméabilité aux actes libres, et enfin
sa dépendance à l'égard d'un être nécessaire ou son indépendance causale, l'idéal de la raison pure en faisant reposer les preuves physico-théologiques de l'existence de Dieu sur l'argument cosmologique et ces derniers sur l'argument ontologique qualifié de misérable tautologie, dénie à la raison théorique toute compétence en matière de théologie rationnelle. Selon Kant, le bénéfice de cette part d'expérience est de faire valoir l'utilité négative de la critique, que nous avertit de ne pas nous risquer au-delà des limites de la possibilité de l'expérience. La dernière partie de la critique, théorie transcendantale de la méthode, envisage plus positivement, mais plus euh, succinctement un système de connaissance de la raison pure, esquissant une discipline, un canon, une architectonique, enfin une histoire de la raison pure. Le gain de la critique, sa part, construence est de transformer la métaphysique comme discipline théorique en discipline pratique, en donnant une fonction pratique aux trois idées de la raison que sont la liberté, l'immortalité de l'âme et Dieu. Maintenant, en dernier temps, le combat de lumière. 2 ans après la critique de la raison pure, Kant publie un manuel censé vulgariser son idéalisme transcendantal. Les prélégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science, 1783. Il y clarifie un certain nombre de points demeurés obscurs et se défendent de reproches d'idéalisme. Le code des querelles philosophiques et religieuses commence à se faire entendre. Kant répond au débat ouvert par la question de Pasteur Zollner, qu'est-ce que la lumière? En revendiquant l'autonomie de l'esprit humain, l'Aufklärung, c'est l'émancipation de l'homme sortant de la minorité dont lui-même est responsable. Cette minorité est l'incapacité d'employer son entendement sans être guidé par autrui, et l'audace de servir dans son propre entendement, telle est la devise de l'Aufklärung. En même temps, Kant développe une idée de l'histoire universelle au point de vue du cosmopolitisme. Kant est à la recherche d'un fil conducteur permettant d'interpréter l'histoire des hommes, lequel n'agissait ni par pur instinct, ni davantage comme citoyen rationnel. Kant suggère qu'au niveau de l'espèce, et non au niveau individuel, que la créature rationnelle développe ses dispositions naturelles. Kant suggère que les dispositions naturelles de l'être humain le conduisent à la concorde au moyen de ses penchants à la discorde. Non associable sociabilité, guerre, destruction et bouleversement innombrables conduisaient les humains selon un plan caché de la nature à entrer dans une société des nations, État cosmopolitique universel administrant toutes les sociétés civiles unifiées sous les mêmes règles de droit. Cette conception résolument philosophique, lui vendra la critique de romantique comme Herder, avec qui il polémique l'année suivante dans une réconciliation des idées pour la philosophie de l'histoire de l'humanité. Herder, toujours en 1785, paraissait des obscurs sur le volcan dans la ligne, sur l'illégalité de la contrefaçon de livres, ainsi d'une détermination du concept de race humaine. Kant prolonge la réflexion esquisse 10 ans plus tôt dans un obscur sur les différentes races humaines. Et si d'une même souche les hommes appartiennent non seulement à un seul et même genre, mais aussi à une même famille. Pour autant,
on n'idéalisera pas anachroniquement le vu de Kant pour qui c'est dans la race blanche que l'homme est dans sa place plus grande perfection et qui déplore même que le métissage en effaçant peu à peu le caractère ne profite pas aux gens eux-mêmes. Nonobstant toute prétendue philanthropisme, Kant se méfie de bonnes intentions philanthropiques. La refondation de la morale pour une prochaine intervention. Merci bien. Au revoir.